Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech Papa. Alors aujourd'hui, on va tester la nouvelle version de la Saturn 4 Ultra. C'est la Saturn 4 Ultra 16K. Alors personnellement, les 16K, 12K, etc., je m'en fiche un peu. Je suis souvent très satisfait de la qualité de mes impressions résine. Mais elle a d'autres nouveautés par rapport au modèle initial que j'avais moyennement apprécié. Vous pouvez retrouver mon test sur la chaîne. Et elle corrige justement deux ou trois choses que je n'avais pas appréciées dans la première version. Et ensuite, elle rajoute un bac chauffant et ça, c'est bien. Parce que, bon, je le disais toujours, enfin, j'ai fait une vidéo récemment, c'est la Saturn 3 Ultra qui était mon imprimante résine préférée avec la GK2. Et ben, ici, maintenant, ben, c'est un peu un mix des deux. On a la Saturn 3 Ultra, la GK2 ensemble. On a un capot relevé, on a un bac chauffant, on a une bonne taille d'impression, sauf en Z où on perd un petit peu de hauteur. Bref, on va aller regarder ça tout de suite. Alors, donc, on a cette fameuse Saturn 4 Ultra 16K. Donc, on peut voir, ils mettent un prix barré. Bon, je pense qu'on restera à peu près sur cette idée de prix-là à 499 €. Alors, elle n'est pas encore tout à fait disponible en Europe. Vous pouvez voir qu'ils annoncent qu'elle sera expédiée depuis l'entrepôt européen vers le 28 février. Donc, il faudra encore un petit peu attendre. Alors, comme je le disais, ou comme je vais le dire, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait le montage, on a donc un bac qui est chauffé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le système de tilt qu'on avait déjà vu dans la première version de la Saturn 4 Ultra, qui n'est pas si vieille et qui a perdu 100 € au passage. Donc vous voyez ici, on a évidemment l'écran 16K au lieu de l'écran 12K qu'on avait sur l'autre. Ils disent qu'il y a une nouvelle caméra IA avec une lumière et donc moi j'avais pas été épaté par la caméra IA de la première version. Ici, on verra. Donc le préchauffage, chauffage intelligent, il n'est pas contrôlable, mais il permet de garder la résine à la température qu'il faut si vous imprimez dans un environnement qui est froid, ce qui est mon cas. Il y a un système de détection intelligent de la température, donc c'est pas quelque chose que vous devez régler vous-même, il gère ça tout seul comme un grand. Alors pour la caméra IA, je disais, moi j'étais pas franchement convaincu. Ici il dit détection de plaque vide, détection de chaîne, il appelle ça chaîne, mais enfin quand ça se décroche, surveillance en temps réel ou photographie en accéléré, donc on peut faire un time-lapse, ça c'est pas mal. On a un nivellement complètement automatique, donc on n'a pas à faire un pré-nivellement, donc ça c'est aussi quelque chose qui va plaire à la plupart d'entre vous. Et on est censé avoir une grande vitesse grâce à ce système d'inclinaison, à ce système de tilt, puisque ce n'est pas l'axe Z qui monte et qui descend à chaque fois qu'on vient faire une couche, mais c'est le bac qui descend. Au niveau des fonctionnalités de sécurité, ils disent qu'il y a un système contre la surchauffe, une récupération en cas de perte de courant et alors ici la traduction avec juste un robinet, Saturn 4 Ultra effectue un autotest. Bon, ça me paraît bizarre la traduction, mais voilà, il y a un pavillon autotest et on retrouve de la Saturn 4 Ultra normale, le système de libération rapide avec ici des petites ailettes en plus, je vous montrerai dans la vidéo. Et le petit bavoir qui finalement il est d'une qualité quand même assez médiocre. Et moi je l'ai très vite cassé avec la Saturn 4 Ultra première version. Et par contre effectivement le bec du tank là je le trouve plutôt bien. Donc, alors on a ici un comparatif, c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc on a 100 € de plus. On a pour ça l'écran 16K, le réservoir de chauffe intelligente et la nouvelle caméra AI avec lumière. Pour le reste, c'est la même chose. Alors le film, j'ai dit CFA, il dit c'est un PFA. Bon, voilà, ça c'est une précision. La résolution est plus fine, évidemment. Par contre, on perd encore en hauteur de Z et ça, c'est dommage. Donc on est à 21 ici, on était à 21,8, on est à 21,1. C'est pas énorme, mais on perd encore un petit peu. Autre nouveauté, on a le Wi-Fi qui est intégré. C'est pas une antenne à venir mettre sur le côté.
Et pour le reste, ben, c'est à peu près pareil, si ce n'est qu'elle est un peu plus légère. Enfin, nouveauté qui vient avec la machine, c'est un nouveau slicer, le Satellite 3D Slicer. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer dans le cadre de cette vidéo. Par défaut, moi j'utilise Litchi Slicer, de temps en temps Shi2Box. On va regarder un petit peu ce slicer. Alors, je suis sous Mac, j'espère que la version Mac est stable. Bon, alors déjà pour commencer, hein, voilà comment l'imprimante m'est arrivée. Hein. La société de livraison n'y a vraiment pas été de main morte. Hein. Alors j'ai pas refusé, j'ai pas pu refuser parce que j'ai retrouvé la boîte devant ma maison. Comme ça, dans la rue, ils sont pas emmerdés, ils l'ont mis là. Je sais pas si c'est un chien qui a bouffé la boîte ou si c'est le livreur qui avait faim, mais en tout cas, voilà comment m'est arrivé le colis. J'espère qu'à l'intérieur, elle n'est pas cassée, donc on va découvrir ça. Bon, ça a l'air d'aller, ça a l'air. On a à l'intérieur, ça a quand même bien été écrabouillé. Hein. Donc ici, j'ai la prise de courant, c'est une prise européenne, tant mieux. Et on a directement la machine, comme ça, ben, je vais la retirer et on va regarder ça après. À mon avis, c'est à l'intérieur du capot qu'on va retrouver la boîte avec les accessoires, etc. Alors vous pouvez voir à l'arrière là-bas, hein, il y a aussi la nouvelle version du Wash and Cure. Une vidéo va sortir dans pas très longtemps. Donc voilà, ben, elle est un bon complément de cette imprimante. Alors, on a une boîte, on regardera après ce qu'il y a dedans. Et la machine qui est emballée de plastique de partout. Alors bon, d'un point de vue extérieur, on n'a rien de radicalement différent par rapport à la version précédente de la Saturn 4 Ultra, si ce n'est qu'il est écrit 16K sur le capot. On a toujours un capot sur charnière et ça c'est plutôt pas mal. Après vous allez me dire, s'ils avaient fait marche arrière là-dessus, ça aurait vraiment pas été terrible. On a un petit manuel, alors ben, comme vous le voyez, il est relativement clair mais il n'est qu'en anglais. Alors les accessoires sont ici dedans, on les regardera après. À mon avis la grande boîte c'est ce qu'ils appellent le bavoir là, que finalement je n'utilisais plus. Et on a également le plateau. Alors le plateau, j'aime toujours pas le plateau comme ça. Parce qu'il y a de la résine qui reste un petit peu là. Alors ils ont quand même fait une amélioration. C'est que maintenant il est en pente. Ce qui va permettre à la résine d'un petit peu couler. Ça c'est pas mal. Et autre amélioration, c'est les petites ailettes qui permettent de tenir le plateau comme ça. Après, moi, j'étais pas très gêné par l'ancienne version, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints de l'ancienne version, donc à voir. Alors, le bac en lui-même, il est verrouillé pour le transport, hein, donc on a des cales ici qu'il va falloir démonter. Ça, c'est pas mal. Et si vous vous souvenez, la vidéo de la Saturn 4 Ultra que j'avais eu dans un premier temps, j'avais fait un peu le con, parce que il m'avait envoyé la machine sous NDA sans rien m'expliquer, mais rien du tout. J'étais au courant de rien, et donc moi je vois la machine et je vois que l'écran est enfoncé en fait. Et je me dis merde, ça s'est pété pendant le transport, enfin bref. Et ben, dans la vidéo, je démonte la machine avant de me rendre compte qu'il y a un mécanisme et que peut-être c'était prévu. Bref, j'avais l'air d'une buse. Ici, voilà, maintenant je sais qu'on a le mécanisme de tilt. Et donc que l'écran vient s'enfoncer comme ça dedans. C'est comme ça que fonctionnent les montées et descentes du bac et non pas l'axe comme ça. Donc c'est un système un peu particulier, le système de tilt. Mais j'étais moyennement satisfait dans la première version. Les premiers retours que j'ai eus sont assez positifs par rapport à cette nouvelle version. Alors petite nouveauté qu'on peut voir tout de suite également, c'est qu'on a une lumière, hein, puisqu'on a une caméra qui permettait de surveiller. Alors on était censé avoir quelques fonctions AI, mais moi je trouve qu'elles ne marchent jamais, les fonctions AI dans les imprimantes 3D. Donc j'y fais pas, enfin voilà, je ne me sers pas de ces fonctions habituellement. Mais par contre, si on éteignait la lumière, eh ben, de la pièce, on ne voyait plus rien. Donc maintenant, ils ont prévu une petite lumière dans l'intérieur du châssis. Et donc ça, c'est pas mal. On peut éteindre la lumière de notre pièce et continuer à pouvoir monitorer à distance notre imprimante. Alors, comme je disais, on a une petite GK2. Eh ben, on a le même
genre de système d'attache que je préfère largement à celui qu'on a sur la Saturn 3 Ultra. Et pour venir prendre, eh ben voilà, c'est quand même beaucoup plus facile, effectivement, qu'avant. Et c'est à ça que servent ces deux petites ailettes qu'ils ont rajoutées. Pour le reste, le châssis est pareil, l'écran n'a pas trop changé, plus petit que sur celui de la Saturn 3 Ultra, en vertical, alors que sur la Saturn 3 Ultra, il est en horizontal. On voit qu'on a ici un vide qu'on peut retirer pour venir mettre un purificateur d'air, un extracteur extérieur. Et enfin, on a un double rail linéaire avec une tige filetée pour les mouvements de l'axe Z. Le capot sur charnière est toujours bien. Malheureusement, ils ont pas corrigé ce qui était un des plus grands défauts du capot sur charnière de la première version, qui est, il n'y a pas de poignée, et donc, donc c'est pas bien, parce que, regardez, si vous avez les doigts sales, le capot sur charnière, ça permet d'éviter aussi quand on a un tout petit peu les doigts sales de salir le capot. Ici, on sait pas du tout, on est obligé de devoir le tenir comme ça. Et ça c'est pas super cool. Alors j'ai déjà prévu le coup et j'ai déjà imprimé une poignée que je viendrai mettre ici probablement pour pouvoir le soulever. Et voilà, maintenant c'est quand même beaucoup plus facile de l'ouvrir avec la poignée. Alors dans la boîte, on va retrouver une petite paire de gants, les molettes, et on peut voir qu'elles sont bien grosses, donc ça c'est plutôt bien. Et alors, un peu de quincaillerie. Le bloc d'alimentation qui est un bloc d'alimentation externe. La petite clé USB qui est toujours la même avec chez Lego, cette petite clé jaune. Des masques, une spatule, une petite spatule en plastique. Bref, le minimum pour pouvoir utiliser la machine. Et comme je le disais, on a toujours ce bavoir en plastique qu'on vient mettre ici et qui est censé nous empêcher de dégueulasser tout quand on retire notre plateau. Donc voilà, c'est pas, moi je l'utilise pas, surtout qu'il est très fragile, mais ce serait peut-être mieux que je l'utilise parce que des fois je fais le cochon. Alors voilà pour l'unboxing, on va passer à la mise en route, et par mise en route j'entends également regarder l'interface, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à faire à part dévisser ceci et mettre nos petites molettes. Petit détail au passage, il n'y a pas ça sur toutes les imprimantes et ça devrait être la base. C'est que en dessous de la cuve, on a des petites vis qui ressortent, ce qui permet que lorsqu'on pose à plat le bac, le film n'est pas touché. Et autre petit point, c'est précisé, mais il faut penser à venir retirer un petit film avant d'imprimer. On a également un film à retirer sur l'écran de la machine. Alors voilà, on verrouille bien le bac et la machine est prête. Je vais lui trouver une petite place, je sais pas où, dans mon atelier. Et puis on va regarder un petit peu l'interface. 1, 2, 1, 2. Bon alors voilà, elle a trouvé sa place. Elle a trouvé sa place. Là, il y a la Voron normalement. La Voron est sur ma table d'analyse et il va falloir que je revende des imprimantes parce que ça devient tout simplement plus possible. Là, c'est blindé. Il y en a 9, 10, 11 pour le moment dans mon atelier. Ça commence à faire un petit peu beau. Donc voilà, on va regarder un petit peu l'interface. Alors bon, je l'ai branché. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de le brancher. Une chose, il y a un petit cache pour la caméra. Ça c'est bien. Si vous n'avez pas envie de l'utiliser ou que vous voulez pas que on regarde votre salon à distance, on ne sait jamais. Vous pouvez remettre le cache. Et puis sinon voilà, vous retirez le cache, sinon ça ne marchera pas beaucoup. Allez, on va regarder l'interface maintenant. Bon, alors, voilà à quoi ressemble l'interface. Normalement, au démarrage, il y a un petit menu qui nous demande de choisir la langue, de pouvoir se connecter à Internet et
et alors il fait un petit check automatique de la machine pour vérifier que tout va bien. Je l'ai déjà passé. Pourquoi? Parce que j'ai préféré allumer la machine et me rendre compte qu'elle fonctionnait bien. Vous avez vu l'état du carton. Enfin, en tout cas, qu'elle s'allumait et que le self-check se faisait correctement, qu'il n'y avait pas l'écran cassé ou je ne sais quoi, avant de continuer à faire ce test. Donc, voilà. Une fois qu'on a passé ce petit menu donc qui est pas là, on a cette interface. Alors, l'interface est assez simple, hein, 4 boutons. Et ici, au-dessus, on a l'état de température du bac qui est à 18 degrés et l'état de température. Donc, il y a une sonde extérieure qui est température de la pièce et température du bac. On a une petite icône pour le Wi-Fi, mais là je ne l'ai pas encore connecté. Alors, dans Print, on va avoir l'historique de nos impressions. Les fichiers qu'on va retrouver en local, il n'y en a pas, il y a une petite mémoire à l'intérieur de la machine. Et les fichiers qu'on va trouver sur la clé USB, j'ai pas branché la clé USB dedans. Dans Tool, on va avoir différents petits outils. La possibilité de faire un test d'exposition, hein, c'est comme ça que j'ai regardé aussi si l'écran était pas pété. Voilà. On a le tank cleaning qui est la fonction qui permet de venir nettoyer le fond en polymérisant juste une seule couche, donc le fond de notre cuve. Un bouton stop d'urgence, je ne sais pas à quoi il sert, et manuel, ça nous permet de venir par pas de 0,1, 1, 10 ou 50 monter ou descendre l'axe Z. Enfin, le self-test, c'est ce que je vous disais, il fait au démarrage, il vérifie certaines fonctionnalités, hein, donc est-ce que il y a bien une connexion à l'écran, alors là il faut pas toucher, il fait un petit calibrage, il vérifie les axes Z, X, la caméra, bref, il fait une espèce de petit check. Et enfin, on a la calibration de la résine. Ça, c'est une fonction que je vais vous montrer après qui permet de venir choisir différents patterns d'exposition pour pouvoir simplement calibrer au mieux. Plutôt que de faire un par un le test, hein, on voit, on rajoute un peu d'exposition, on en diminue, on peut faire plusieurs tests d'un coup. C'est mieux, hein, c'est plus pratique. Enfin, au niveau des paramètres, on peut changer la langue. On a le français. Bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser l'anglais. Je vais mettre le français ici, vous voyez. On peut venir connecter en Wi-Fi. On a le Wi-Fi 5. Je vais pas mettre le Wi-Fi 5. Je trouve qu'il y a souvent des problèmes. Et directement que c'est mis à jour, que le Wi-Fi est connecté, il détecte une nouvelle version. Je vais la faire, mais j'attends un petit peu de voir. Donc, paramètres de l'application, c'est... Je l'avais dit, il y avait une mauvaise traduction. C'est toujours une mauvaise traduction ici. C'est pas l'application que vous aurez une application extérieure, c'est les paramètres du petit système d'exploitation qui est là. Et donc on peut rétablir les paramètres d'usine, reformater les fichiers sur la clé USB ou dans le stockage interne, venir choisir si on veut utiliser le Celsius ou le Fahrenheit comme unité de mesure pour la température. Les modes d'impression, on peut choisir standard ou vitesse élevée. Moi, j'ai tendance à utiliser standard, je suis pas pressé. Au niveau du service, il nous donne simplement les adresses email et 2 contacts. La mise à jour de version, on va pouvoir le faire ici. Et je regarde juste les infos de l'appareil. On va retrouver les différentes infos de l'appareil et y compris l'adresse IP. Donc, je vais venir faire la mise à jour. On peut faire une mise à jour depuis la clé USB ou en OTA. Il a détecté. Je dis confirmer. Il va se mettre à jour tout seul. Et à moins que je vois quelque chose de radicalement différent, on va s'arrêter ici et on va passer sur l'ordinateur. Alors au passage, vous pouvez voir que l'interrupteur, la prise et la clé USB se trouvent sur l'arrière droit de la machine. Personnellement, je préfère comme c'était sur la Saturn 3 Ultra, c'est-à-dire sur l'avant droit. Mais bon, hein, et j'aurais même préféré la clé USB sur l'avant de la machine, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clé USB? Donc, on a le manuel utilisateur qui est en plusieurs langues, donc ça c'est bien. On l'a également en anglais. Sous le dossier Slicing Software, ils mettent She2Box Basic. Bon, et pas leur satellite. J'imagine qu'effectivement, quand on voit la date, quand ils ont fait l'image de la clé USB, ils n'avaient pas encore le logiciel de prêt. Et on a les fameuses pièces d'échec.
avec le fichier déjà pré-slicé. Mais je vais l'imprimer déjà pour voir si ça s'imprime, hein, tout simplement. Et après, je ferai quelques tests de calibration pour pouvoir justement déterminer quels sont les paramètres d'exposition les meilleurs pour cette imprimante, puisque le kit, enfin puisque je ne trouve pas hein, sur le site les bons paramètres d'exposition avec la résine. Allez, je vais lancer un premier print avec ici de la résine qu'ils m'ont donné avec la Elegoo Rapide grise. Bon, alors, il a fini. Vous voyez hein, que faire la poignée, c'est quand même un must. Hein. Donc, il a fini. Je vais prendre un petit plateau. Moi, c'est comme ça que je fais, hein, pour pas dégueulasser, plutôt que le bavoir. Donc, ici, effectivement, les ailettes, c'est plutôt sympa. Hop. Alors, ça a l'air d'avoir été avec ces paramètres d'exposition là. Il faudrait que je puisse essayer de les retrouver parce que là, ils sont pas indiqués. Bon, mais après c'est pas grave hein, puisque le premier test que je vais faire, c'est le test de multi-exposition que j'ai vu dans l'interface que je vous ai montré juste avant. Je vais quand même nettoyer la pièce pour qu'on la regarde de plus près. Et allez, à tout de suite. Bon alors petit détail que vous verrez dans la vidéo qui lui est dédiée, hein, mais c'est que on peut venir prendre notre plateau et juste directement le poser dans le nouveau Wash & Cure, le Mercury 3 de chez Elegoo, hein, puisque ça c'est prévu pour quoi. Et ça c'est plutôt sympa. Le premier test avec, ça s'est imprimé comme il fallait, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire, puisque c'est le fichier qui est fourni et pensé par Elegoo. Par contre, j'aimerais bien avoir leurs settings. Hein. On voit ici dedans, l'exposition est parfaite. J'aimerais bien avoir leurs paramètres pour ne pas avoir à me casser la tête, mais je vais chercher par moi-même. Alors, je vais télécharger ce fameux satellite. Il y a un jeu de mots ici, hein, ce satellite. Bon, bref, en tout cas, il n'est pas disponible encore sous Mac, donc je dois aller avec le petit ordi de mon atelier. J'espère que ça ira question performance. Bon, alors, il me fait choisir une langue. On n'a pas trop le choix, hein, puisque le chinois, je comprends pas. Je peux choisir un thème si je veux dark ou light. Bon, on va laisser dark. Est-ce que je suis Alors, si on est un débutant, on peut avoir un tutoriel. Si on est un avancé, on peut ne pas se casser la tête. Je vais dire que je suis avancé. Il va falloir se faire un compte, encore. Un compte pour... C'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas avoir... qui est 50 millions de slicers différents. Bon, je vais faire un compte. Et voilà, je suis connecté maintenant. Je ne sais pas ce que ça m'apportera comme avantage, mais je suis connecté. Alors, donc, je le dis pour le moment, ce n'est que en anglais. Voilà l'interface. Il faut venir ajouter la machine. On va commencer par faire ça. On peut voir qu'on peut l'utiliser pour d'autres machines que les Elegoo. Faudra voir s'il est bien. Hein. On va commencer par la Elegoo. La Saturn 4 Ultra 16K. Voilà. Je ne vais bouger à rien d'autre. La résine, je vais prendre... Alors, on peut voir qu'ils ont une base de données de résine, sauf que la résine qu'ils ont donnée, elle est pas dedans. Il y a pour le moment rien dans cette base de données de résine. On pourrait se dire que l'avantage, c'est d'avoir directement, surtout que là j'utilise de la résine de chez Elegoo, d'avoir directement toutes les caractéristiques, mais c'est pas le cas. Donc je vais aller sur elegoo.com pour rechercher les caractéristiques de la résine. Alors, ils ont sur leur site une base de données comme celle-là. J'espère que dans cette base de données, il y a au moins... Elle est à jour avec la Saturn 4 Ultra et elle n'est pas à jour avec la Saturn 4 Ultra 16K. Bon, on va partir sur la Saturn 4 Ultra normale et je ferai de toute façon des tests de d'exposition. Alors là, j'ai la Elegoo Rapide et vous allez voir qu'elle est pas dedans. Et elle est pas dedans. Ouais, youpi, tralala. Bref, le tableau est bien, mais là il me sert à rien. Bon,
je trouverai pas, hein, puisque même sur la page des égouts de la résine, on n'a pas les paramètres, hein, puisque les paramètres ici, il nous dit d'aller voir sur le tableau sur lequel on n'a rien trouvé avant. Donc, je ferai un test d'exposition avant de lancer dans un grand fichier. On va commencer comme ceci par défaut. Et voilà l'interface. Alors, globalement, voilà à quoi ça ressemble. On a un plateau qu'on peut masquer. Et là, je ne sais pas comment on l'utilise. Donc, je ne sais pas comment j'ai masqué ou démasqué mon plateau. Il me dit que j'ai une mise à jour des données qui sont disponibles. Ok, très bien. Ça me permet toujours pas d'avoir accès. Alors en même temps, hein, le fait qu'on n'ait pas accès, la machine n'est pas encore techniquement officiellement sortie. Donc ça peut expliquer qu'on n'ait pas de données encore dans la base de données. Mais ça aurait quand même été bien qu'ils mettent les paramètres des résines et les goûts dans le slicer, hein, ça aurait été, je pense, la moindre des choses. Mais c'est pas très grave, on va faire, si je retrouve comment on fait réapparaître le plateau, hein, puisque là, apparemment, le plateau, je l'ai masqué. Bon voilà, j'en ai refait un nouveau. Donc ici, on peut venir nommer notre plateau, oui, ok, c'est pas mal. On a le front, on peut... Ce qui est pas mal, c'est qu'on a la gestion de plusieurs plateaux. Ça, c'est pas plus mal quand on pense à préparer des prints. C'est un peu comme sur Orca Slicer, maintenant Prusa Slicer. Ouais, ok, ça c'est peut-être une option que je valide. On vient supprimer le plateau. Par contre, il devrait faire en sorte que quand on n'a qu'un seul plateau, on puisse pas le masquer ou alors expliquer clairement comment est-ce qu'on peut le retrouver. Voilà, ici on vient importer un fichier. Moi, je vais importer un fichier pour tester l'exposition de ma résine. Dans Online Model, bon, on a une bibliothèque de modèles qui est en développement, donc pour le moment, c'est toujours pas le cas. On peut avoir des formes basiques, ok. Et on a le test validation qui est la petite tour pour tester, mais elle prend du temps à être imprimée. Moi, je préfère utiliser l'XP Finder de chez Frozen. Donc voilà, je continue ici un peu à regarder avec vous l'interface, hein, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on a? On a une réparation du STL qui est possible. Ok. Là, bon, alors je ne savais pas que le XP Finder était cassé. Et ça se trouve, c'était pas une bonne idée parce qu'il modifiera la géométrie et bon, bref. Voilà, il a réparé, je ne sais pas ce qu'il a réparé. On a les fonctions de base, hein, pouvoir remettre, imaginons que je vienne le bouger comme ceci, voilà. Je le remets à plat en fonction d'une face. Ah, en fonction de cette face-là. Ok, bon. On a les fonctions de mise à l'échelle, de mise en miroir, la mesure entre deux points, il fait 5 cm, c'est correct. La disposition. Par exemple, quelque chose que je trouve qui est pas bien, c'est que pour pouvoir faire le test de multi-exposition, je vais vous montrer après, on doit prendre un modèle comme celui-ci, venir le dupliquer un certain nombre de fois pour qu'il puisse venir se mettre sur le plateau. Et le problème, c'est que si on fait 8 tests, eh ben, il faut diviser la zone ici en 8. Et vous voyez que le quadrillage, il n'est pas divisé en 8 déjà, il est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et une craouette. Et ça, ben, c'est un peu con parce que, vu qu'ils mettent un système comme celui-là qui permet de pouvoir faire des subdivisions sur le plateau pour imprimer avec une multi-exposition, on devrait avoir une option qui nous permet de voir la grille en disant ben, si je veux imprimer 8 modèles d'un coup, eh ben, il faut que je mette dans cette case-là. Parce que le problème, quand vous imprimez, si ça dépasse, ben, ça fonctionne pas. Hein. Donc, alors je vais voir si je peux personnaliser mon plateau, mais ça n'a pas l'air. Ou alors ici, plateforme mesh size, si je change, on ne sait jamais, ça me fait quoi?
Ah ouais, ici il y aurait moyen, éventuellement en cherchant bien, mais ça ne permet quand même pas de mettre des lignes qui nous dit clairement comment faire. Bon, alors finalement j'ai trouvé, donc en faisant ici dans le menu personnalisé et en venant diviser notre plateau, donc ici j'ai besoin de 8 cases, donc j'ai fait la taille de l'axe X 211,680 divisé par 4, ça m'a donné cette valeur là. Pour Y pareil, 118 370 divisé par 4, et donc j'obtiens cette grille qui me permet de faire 8 tests, puisque en fait si vous regardez bien maintenant, chaque carré comme ça correspond à une zone de test. Attention toutefois qu'il faut pas être trop près des bords. Je pourrais alors on peut pas voir de ligne, mais c'est déjà un petit peu plus facile à fixer. Alors je pourrais par exemple me dire je vais faire que 6 tests. Et là maintenant ça va. On voit qu'on a 3 carrés, donc je vais me faire un test de multi-exposition comme ça avec 6 valeurs. Comme ça j'ai quand même encore assez de marge sur les côtés. Donc, je vais lui demander de le dupliquer pour avoir 6 exemplaires. Je suppose qu'il va pas savoir me faire un arrangement. Hop. Ouais, bon, il a pas su me faire un arrangement automatique, mais c'est pas très grave. Je viens mettre chaque test dans un carré spécifique de ma zone, comme ceci. Alors s'ils sont pas exactement centrés, c'est pas un drame. Je viens régler les paramètres de ma résine. Je dois avouer que je suis pas... Je pense qu'il a besoin encore d'évoluer, le slicer, avant d'être vraiment intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ordinateur, sur l'imprimante, on va pouvoir venir détecter des paramètres faire des impressions avec des paramètres d'exposition différents, mais c'est simplement le paramètre d'exposition normal qui va changer. Ce qui veut dire qu'ici, tous les autres paramètres vont partager la même chose. Donc on part du principe que ces paramètres-là sont bons, la hauteur de couche, le nombre de couches de base, le nombre de couches de transition. On va garder ça comme il faut, les distances de levage, l'anti-aliasing activé ou non, enfin bref, tout ça on garde comme c'est là, hop. Et on va simplement, sur l'imprimante, je vais vous montrer après, déterminer que le 1, qui sera ici, aura une certaine valeur. Par exemple, je vais mettre 1,2 secondes d'exposition, et puis monter par 2 à chaque fois. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, voilà, je pourrais prendre des pas plus grands, c'est moi qui vois. Je regarde ici, quelle était la valeur qui mettait par défaut, de 30, donc voilà. Bon, 1,2 c'est peut-être un peu donc je vais réfléchir un petit peu comment je vais organiser ça. Et ce qui est important, alors en plus je ne sais même pas si on sait le faire, on va voir, mais il faut pas envoyer à l'imprimante directement pour imprimer, il faut le mettre sur la clé USB et imprimer avec l'imprimante, puisqu'on doit avoir accès à une fonction qui est dans l'imprimante et qu'on ne peut pas le faire depuis le slicer. Par curiosité ici, je vais regarder au niveau du support comment ça fonctionne. Si je lui demandais de faire un support, on n'a pas besoin de mettre un support sur un test d'exposition, mais bon. Voilà, il m'a mis plein de supports. Imaginons par exemple que... Ah, et j'ai perdu ici ma barre de... Ouais, super. Ah, ou c'est parce que je suis là? Ouais, ah ok. Imaginons que je viens faire pivoter ceci et que je lui demande de me mettre des supports. Donc ici on a quelques types de supports, ok. Si je lui demande un support complètement automatique, peut-être que c'est facile, mais bon, il met beaucoup de supports quand même. Mais bon, voilà. On n'est pas là pour ça maintenant. Regardez, je lui demande de le remettre à plat et il le tourne, cette andouille. Et il le remet pas à la bonne place. Enfin bref. Je pense qu'il y a encore du travail dans ce slicer. Voilà, là je crois que c'est bon. Je vais slicer, je le mets sur la clé USB et on se retrouve à l'imprimante. Et je ne vois aucune manière de pouvoir l'envoyer
par le réseau via leur propre slicer, à moins qu'il aurait fallu configurer ici des paramètres. Non, j'ai pas l'impression. Bref, j'utiliserai probablement pas leur slicer. Bon, alors maintenant que c'est fait, que j'ai mis la clé USB, je ne lance pas une impression comme ça. On vient dans le menu outils, on fait un slide sur le côté et on choisit l'option ici calibration de la résine. Il nous met un petit blabla, on est d'accord. Et en fait, vous voyez ici, premièrement, je choisis un pattern. Moi, vous avez vu que j'ai pas divisé mon plateau en 4 hein, avec les blocs imaginaires que je vous avais montré. J'ai divisé mon plateau en 6. Ici, on vient importer notre modèle sur la clé USB. Il est là. Je l'importe. Je clique sur importer. Et il me propose ici des paramètres d'exposition différents hein, sur les 6 zones. En commençant par le premier à 3 secondes et le dernier à 2 secondes. Je peux décider de changer. Donc, par exemple, je vais partir plutôt de 2,80 pour le premier et je vais faire des pas de 0,20. Et voilà. Alors, à ce niveau-ci, je pourrais mettre démarrer hein, avec mon bac de résine et mon plateau, mais je vais vous montrer comment vérifier que ceci est bien configuré. Parce que si vous lancez l'impression et que c'est pas bien configuré, que vous avez mal orienté votre pièce, hein, il va foirer, tout simplement, parce qu'il faut hein, que dans ces blocs imaginaires, en fonction de votre composition, à 4, 6 ou 8 tests différents, que ce soit bien et que ça dépasse pas le bloc. Alors, le truc pour le faire, c'est d'imprimer à blanc. Comment on imprime à blanc? C'est pas compliqué, je vous montre. Donc, premièrement, alors moi je l'avais déjà fait avant, mais on retire son plateau et son bac. Dans l'idéal, moi je vais laisser ouvert pour vous montrer, mais dans l'idéal, on ferme le capot hein, pour pas avoir les UV dans les yeux. Et on lance l'impression. L'idée, c'est qu'on doit voir ici les couches arriver hein, et voir les écrans avec les couches arrivées. Ça prend un peu de temps, mais si on les voit et qu'on voit bien les 6 carrés, c'est que c'est bon. Si on les voit pas bien les 6 carrés, si on les voit pas, c'est que c'est pas bon. Alors je démarre maintenant. Il me dit, ah oui, j'ai caché aussi l'objectif de la caméra parce qu'avec les fonctions AI, il pourrait me dire, je vois pas de résine, je veux pas imprimer. Je confirme. Là, il me dit, oui, mais il n'y a pas de réservoir de résine dedans, ça va pas fonctionner. Il me propose d'annuler l'impression. Je lui dis que je m'en fiche et que je veux imprimer. Et ici, il va commencer. Bon, le plateau descend à son aise, hein, le plateau sans plateau. Alors, vous voyez ici, j'ai mes 6 cadres qui apparaissent bien. On peut voir par exemple, alors je ne sais pas si on le voit, mais ici au-dessus, je suis un peu limite hein, par rapport à la surface d'impression. Mais au moins, ça va s'imprimer. Les 6 cadres sont là. Et c'est pas mal. Donc là, il fait la première couche. Hein, après, il pourra faire la seconde couche. Mais c'est comme ça que vous pouvez vérifier que vous avez bien réglé le machin. Bon, au passage, ça nous permet de voir comment fonctionne le tilt. Hein, vous voyez, ça descend et ça remonte. Et c'est pas la potence qui monte ou qui descend. Et là, il vient faire sa deuxième couche. Donc en fait, cette petite vidéo là vous montre aussi comment fonctionne cette imprimante et comment est-ce que on va avoir le fait de monter et descendre de couches qui est différent des autres imprimantes résine avec le système de tilt et le système d'écran qui s'abaisse et qui remonte. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, je vais remettre mon bac, mon plateau, et je vais l'imprimer et on se voit après. Bon alors voilà, ça c'est imprimé et c'est cool qu'on peut tous les avoir comme ça. Alors par contre pour la lecture, donc le 1 est ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il imprime, il était sur l'arrière gauche, mais on imprime forcément comme ça. Donc l'arrière gauche est ici. Donc le 1 est ici. Ça c'est le plus exposé, ça c'est le moins exposé. Là je suis à 3 secondes d'exposition, là je suis à 1,80. Et en fait on voit clairement qu'ici c'est surexposé, hein, les lettres sont bouffantes ici, donc on le voit clairement. Et on voit clairement, hein, donc ça va dans ce sens-là et puis dans ce sens-là, on voit clairement que c'est ici qu'il y a ce qu'il y a de mieux. Alors
c'est déjà suffisant pour moi pour savoir que ici est la partie qui est le mieux. Et donc ici était chez moi à 2 secondes. Donc 2 secondes d'exposition. Alors, ben sur Shi2Box, c'est pareil. Je suis dans la version 7.2.1 ici. On a dans la section des LEGO la Saturn 4 Ultra 16K. Donc, je vais cliquer dessus. On va regarder au niveau des paramètres par défaut. Ils mettent 4 couches surexposées, 25 de temps d'exposition et 2 de temps d'exposition pour les couches normales. Ça m'a l'air de correspondre un petit peu plus à ce que moi j'ai l'habitude, à ce que j'ai vu. Donc je vais rester comme ça et voir ce que ça donne. Et par contre, je viens voir si je peux trouver l'imprimante. Et il a trouvé l'imprimante, donc je lis à l'imprimante. Et voilà, c'est parfait. Et en plus, je vois je vois la caméra, donc c'est tout cool. Bon, alors voilà un test, ça c'est imprimé avec Litchi Slicer. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème particulier. Hein. L'exposition, finalement, j'ai trouvé les bons paramètres. Je vais nettoyer la pièce, retirer les supports et on va regarder ça de plus près. Bon, alors par contre, j'ai quand même un défaut à soulever. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être parce que c'est de la résine rapide et que j'ai pas utilisé en mode rapide, hein, la résine des LEGO. Donc je vais après tester un print avec une autre résine parce que là j'ai fait l'exposition, le paramètre d'exposition était excellent. Au niveau de ma figurine, c'était très bien, mais dans les couches inférieures, c'est quand même extrêmement, comment dire, c'est extrêmement dur et c'est cassant, comme vous voyez là. J'ai pu retirer de mes supports directement sans aucun problème les pièces, les détails sont bien, enfin voilà, l'exposition est bonne. Mais impossible de retirer les rafts du plateau. Je dois y aller, enfin voilà, je ne sais pas le retirer à la spatule. Je dois trouver un outil pour y arriver, sans griffer complètement mon plateau. Et ça, je bloque. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça, c'est avec la résine et l'égout, la résine rapide. Bon, et ben voilà le résultat. Alors j'ai pété la barbe de Jack Sparrow hein, en préparant. Ici, évidemment, c'est pas la couleur de la résine, mais c'est pour montrer le fichier une fois fini et peint avec une peinture comme ceci et fait rouille. C'est le genre de choses que j'aime bien, un petit côté métallique rouille comme ça. Voilà, moi je le trouve pas mal. Comme vous voyez, on n'a pas de traces de support excessif. Enfin, moi je ne vois même pas vraiment à l'œil nu. Donc l'exposition était bonne, les supports se sont retirés facilement. On a juste, voilà, juste la difficulté que je vous ai citée à propos des premières couches sur le plateau. Alors, quelle serait ma conclusion pour cette imprimante? Ma conclusion, elle va être, c'est un peu bizarre. Premièrement, vous ne ferez pas un mauvais choix si vous achetez cette machine. Hein. Clairement, on peut poser les bases. Je vais pinailler sur quelques détails parce que la machine n'est pas parfaite, mais vous ne ferez pas un mauvais choix. Alors en toute transparence, hein, j'ai eu quelques soucis avec le plateau, mais le souci c'était que le plateau qui m'avait été fourni avec la machine n'était pas complètement plat. Et donc même si j'essayais de poncer ou quoi, ça accrochait pas. Bon voilà, ils m'ont envoyé un nouveau plateau. C'est pour ça que la vidéo sort aussi un petit peu plus tard par rapport à la sortie, puisque ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Mais une fois que ça a été réglé, les impressions se sont déroulées sans aucune difficulté. Donc voilà, hein, ça arrive. Il y a des fois on reçoit un mauvais plateau avec une machine. Le service après-vente a été réactif. Alors oui, hein, à moi, un influenceur, un youtubeur. Donc je n'ai malheureusement pas le retour pour vous dire si un acheteur lambda a une telle réactivité. Dites-moi vous en commentaire, hein, parce que ça peut aider les autres à savoir si vous avez une expérience positive ou négative du SAV de LEGO. En tout cas, moi, ça s'est bien passé. Ils m'ont envoyé un nouveau plateau et depuis, aucun problème d'impression avec le nouveau plateau. Alors, par rapport à mon premier test, puisque en fait ici c'est la deuxième fois que je teste une Saturn 4 Ultra, puisque la première c'était la première version, ici c'est la deuxième version, il y a à la fois
de grands changements et puis pas énormément. Alors je m'explique, il y a de grands changements parce qu'il y a des choses qui sont des rajoutes qui sont vraiment intéressantes comme le plateau, enfin le bac chauffant, et si on imprime dans un environnement qui est pas tout à fait stable d'un point de vue de la température, c'est plutôt bien, mais en même temps ben, on peut pas vraiment le régler et ça c'est dommage. Ensuite, bon, ils disent qu'ils ont amélioré la caméra IA et tout ça. Ok, c'est vrai que l'autre c'était un peu une cata, moi j'avais pas apprécié. Ici maintenant on a au moins une lumière qui s'allume, c'est pas mal. Mais après, bon, je me suis pas amusé à essayer de simuler des fails exprès. Mais personnellement, je ne suis pas très confiant sur ces histoires de surveillance par IA. Pour le moment, je trouve que ça marche pas vraiment bien. Et ici, ben, ça n'échappe pas à la règle. J'ai eu un ou deux fails dans des tests et ils les ont pas détectés. Donc voilà. Mais j'en tiens pas rigueur. Moi, je pars du principe que c'est du gadget marketing et qu'en fait, ça fonctionne pas tant que ça, quelles que soient les marques. Ensuite, bon, ce que je reprochais et ce qui me faisait préférer la génération précédente, c'est-à-dire la Saturn 3 Ultra à la Saturn 4 Ultra, ben, est toujours là. Le système de gestion des fichiers, d'envoi des fichiers via Shitou, enfin voilà, c'est... Je préfère comment est-ce qu'on travaille avec la Saturn 3 Ultra, et ça c'est dommage. De préférer la manière de travailler d'une génération précédente. On perd aussi un petit peu en hauteur, alors là c'est vous qui voyez si c'est utile ou non. Et le prix, ben, le prix est correct, mais on a 2 fois moins cher une Saturn 3 Ultra. Donc pour le moment, moi, si je devais vraiment me l'acheter moi, je pense, ben, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis racheté une Saturn 3 Ultra. Je resterai toujours sur la Saturn 3 Ultra qui pour le moment, pour moi, hein, reste la meilleure imprimante résine que j'ai eu dans cette gamme de prix, dans ce format-là. Voilà. Alors, ceci dit, vous ne ferez pas un mauvais choix avec la Saturn 4 Ultra, d'autant qu'ils ont amélioré par exemple le tilt. Hein, j'avais eu quelques soucis dans la première génération, et il n'y en a plus aucun dans cette génération-ci. Donc, vous pouvez vous rassurer si vous l'avez déjà acheté et que vous regardez ma vidéo, ou si vous préférez rester sur la dernière technologie. En même temps, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut voir votre profil. Hein, si c'est votre première imprimante résine et que vous apprenez à utiliser en l'utilisant comme ça, en envoyant les fichiers via le réseau avec la manière dont ça fonctionne, vous verrez même pas la différence. Vous aurez eu un fonctionnement fluide et ce sera très bien. C'est juste que moi, j'ai des habitudes, que je suis un vieux réac sur certains points et que quand on bouscule mes habitudes, ça me plaît pas. Voilà, hein, tout simplement. Donc, je pense que vous pouvez vous rassurer et modérer un peu mes propos. Peut-être que je suis un peu dur avec l'imprimante, mais vous ne ferez pas forcément un mauvais choix. Hein, ça, vous pouvez vous rassurer. C'est juste que je ne pense pas pour le moment qu'il y ait énormément d'autres imprimantes. Donc il y a surtout 2 grands concurrents, hein, Elegoo et Anycubic. Et moi je préfère quand même 1000 fois celle de Elegoo à celle de Anycubic, pour le dire clairement. Voilà. Allez, eh ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est pas fait, un like et un commentaire, même pour me dire bonjour, hein, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.